titre de ma présentation, L'ombre de Frankenstein dans le cinéma japonais. Essentiellement, je vais faire cet exposé en analysant des scènes et des extraits de dialogue de deux films japonais, bien sûr. Le premier, Godzilla, en version originale Gojira, qui a pris l'affiche en 1954 au Japon, donc un film réalisé par Ishiro Honda. Et le second film, toujours mis en scène par Ishiro Honda, Frankenstein versus Baragon, qui est sorti, lui, en 1965. D'abord, quand vous lisez le roman de Mary Shelley, un des thèmes importants du roman, on en a abondamment parlé ces derniers jours, c'est bien sûr toute cette question éthique qui concerne la responsabilité du savant face à sa création. Frankenstein, faut-il le rappeler, a créé un être colossal, un être doué d'une force prodigieuse, et Frankenstein donc va rejeter sa créature, et c'est ce qui provoque d'ailleurs la révolte de celle-ci. Ici, dans l'histoire récente, il y a bon nombre de scientifiques qui ont eu ce problème moral, je dirais, des scientifiques dont la conscience a été en quelque sorte taraudée par cette question, des gens donc qui ont créé quelque chose de très très puissant et qui se sont posés des questions sur son utilisation éventuelle. Bon, bien sûr, je parle de la bombe atomique. Et la bombe atomique, vous savez, c'est d'abord des scientifiques qui ont donné une impulsion décisive à sa création. C'est d'abord Léo Szilard, qui est un scientifique hongrois qui avait fui la montée du nazisme en Europe. Il s'est réfugié aux États-Unis. Il n'était pas le seul d'ailleurs, d'autres grands physiciens. Je pense à M. Fermi, par exemple, dont la femme était juive, donc il n'a pas eu le choix non plus, lui, de fuir l'Europe. Et ces scientifiques, donc, ils se sont réfugiés aux États-Unis et ils avaient une très, très, très grande peur, une très grande crainte. C'était que les nazis se dotent d'une bombe atomique. Donc, je vous laisse imaginer ce qu'Adolf Hitler aurait fait avec une bombe nucléaire. Et Léo Szilard était hanté par cette idée et il voulait convaincre les Américains de se lancer dans la course afin d'être les premiers à posséder cette arme apocalyptique. Et Léo Szilard, donc, pour donner plus de poids à sa démarche, a pris contact avec un de ses anciens professeurs, qui était le physicien le plus célèbre de son époque, bien sûr, Albert Einstein. Et il a demandé à Albert Einstein de signer une lettre, c'est en août 1939, une lettre adressée au président Roosevelt afin de le convaincre de débloquer des fonds pour justement se lancer dans la recherche nucléaire. Roosevelt va finalement accepter en 1942, après l'entrée en guerre des États-Unis en 1941, donc ça va accélérer sa décision. Et juste vous mentionner qu'après la guerre, Albert Einstein aurait déclaré que de signer cette lettre a été la plus grande erreur de toute sa vie. Il est devenu un pacifiste convaincu, il a toujours condamné l'usage de la bombe contre le Japon, mais donc, Léo Szilard lui a demandé, et Léo Szilard, en passant, qui est le scientifique donc qui a expliqué, donc en quelque sorte mis de l'avant toute la théorie de la réaction en chaîne qui est impliquée dans la fission nucléaire. Et donc, c'est le projet Manhattan qui est lancé en 1942, qui va coûter la rondelette somme de 2 milliards de dollars au Trésor américain. Et quand les Américains, en 1944, les Américains se sont rendus compte qu'ils s'étaient lancés seuls dans la course. Finalement, les Allemands avaient abandonné cette idée de créer une bombe atomique. Et au mois d'août 1945, donc 2 mois et demi à peu près avant son utilisation sur Hiroshima, il y a cette célèbre citation, vous avez peut-être déjà lu quelque part, donc Henry Stimson, qui était secrétaire à la guerre, fin août 1945, il fait partie d'un comité justement où on retrouve des militaires, des scientifiques, un comité qui se penche sur les éventuels enjeux stratégiques et politiques liés à l'apparition de cette nouvelle arme dévastatrice. Et à l'époque, Stimson a cité un roman qu'on connaît bien, on a la citation ici,
en fait, il a formulé cette mise en garde. Il a dit « La bombe doit être contrôlée si possible pour en faire une assurance de paix future plutôt qu'une menace pour la civilisation. Sinon, elle pourrait devenir un Frankenstein qui nous dévorera. » Donc, cette idée d'une technologie qui se retourne contre son créateur. Et donc, Stimson a brandi cette mise en garde, mais bon, ça n'a pas servi à grand-chose puisque, vous le savez, le 6 août 1945, la ville d'Hiroshima est bombardée et elle laisse dans les décombres 140 000 morts. 3 jours plus tard, c'est au tour de Nagasaki d'être la cible d'une attaque nucléaire. Ici, on parle de 70 000 victimes. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'à partir de ce moment-là, les Américains, donc, détiennent une puissance colossale et ils sont convaincus qu'ils vont être les seuls à détenir cette arme. En fait, pour à peu près 10 à 15 ans, ils s'imaginent qu'ils vont avoir ce qu'on appelle le monopole nucléaire. En 1949, ça a été une profonde déception pour eux quand ils se sont rendus compte que les Russes, maintenant, possédaient aussi la bombe A. Et ensuite, ça a été ce qu'on appelle la fameuse course à l'armement. Première bombe à hydrogène américaine en 1952, suivie des Russes l'année suivante en 1953. Et on arrive au Japon. Forcément, les Japonais ont été traumatisés, ça va de soi, par les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Mais il y a un autre événement qui est très, très important, c'est la contamination d'un équipage d'un chalutier japonais, le Daigo Fukuryu Maru, je vais vous le dire en français, Dragon chanceux numéro 5. Ce navire se trouvait le 1er mars 1954 à environ 167 km de l'atoll de Bikini. Et justement, en ce beau matin de mars 1954, les Américains ont testé une bombe à hydrogène de 15 mégatonnes, soit 1000 fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima. Et ils ont mal calculé la dispersion des effets, des retombées radioactives, de sorte que ce navire, qui était donc à 167 km du point de déflagration, quelques heures après, il y a une poussière radioactive qui s'est déposée sur le navire, sur l'équipage, sur la cargaison. Et plusieurs jours plus tard, les membres d'équipage étant malades, ils avaient été irradiés, mais ils l'ignoraient, eux. Donc, ils avaient les symptômes classiques, le visage noirci, nausées, démangeaisons, maux de tête. Ils sont rentrés à leur port d'attache, le port de Yadzu, au sud de Tokyo. Et ce qui est terrible, c'est que quand ils sont arrivés, ne sachant toujours pas ce qui leur était arrivé, on a débarqué la cargaison et il y a du poisson contaminé par la radiation qui s'est retrouvé sur les tablettes. Et donc, il y a des gens qui ont consommé sans le savoir du poisson radioactif. Donc, quand ça s'est su, vous imaginez bien la colère des Japonais, l'indignation. Il y avait 23 membres d'équipage sur le Dragon chanceux numéro 5 et la colère a atteint son paroxysme quand 6 mois plus tard, Eikichi Kuboyama, qui était l'opérateur radio du navire, a succombé à la radioactivité. Donc, un Japonais devenait la première victime d'une bombe thermonucléaire après toutes les victimes d'Hiroshima et Nagasaki qui, elles, avaient succombé à une bombe nucléaire classique un peu moins puissante. Et c'est là qu'arrive ce premier Godzilla en 1954, qui sort en novembre, donc seulement quelques mois après l'incident du Daigo Fukuryu Maru. Et dans le film, il y a un personnage très important, un personnage central, le docteur Serizawa, qui est un scientifique qui a mené dans le plus strict secret des expériences qui ont abouti à la création d'une arme redoutable qu'il appelle un destructeur d'oxygène. Et selon lui, cette arme, elle est encore plus puissante qu'une bombe thermonucléaire. Et il a fait cette découverte, il dit un peu par hasard, et la seule personne qui est au courant de sa découverte, c'est une amie, la jeune fille que vous voyez derrière lui, Emiko. Mais à ce moment-là, Godzilla attaque le Japon. Godzilla est une incarnation malveillante de la puissance nucléaire, pour ceux qui l'ignorent, parce que dans le film de 1954, Godzilla est un paisible dinosaure qui dormait dans une fosse du Pacifique et qui a été réveillé par les tests américains.
Et non seulement ces tests-là l'ont tiré de sa léthargie, mais qui plus est, il a été contaminé par la radiation. Donc, il devient lui-même une espèce de bombe atomique ambulante, puisqu'il est porteur d'éléments radioactifs, il crache un rayon radioactif, et quand il attaque Tokyo, dans le film il attaque Tokyo à 2 reprises, c'est bien sûr des réminiscences d'Hiroshima et de Nagasaki. Pouvoir de destruction incroyable, et Godzilla laisse dans son sillage, bien sûr, des éléments radioactifs qui contaminent les survivants. Et là, bien sûr, Emiko parle de cette arme à son fiancé, Ogata, et vers la fin du film, Ogata et Emiko se rendent chez notre scientifique pour lui demander d'utiliser cette arme contre Godzilla. Et Serizawa refuse d'utiliser sa création, quand bien même celle-ci serait pour écarter la menace que représente Godzilla pour le Japon. Et voici ses arguments. Ogata, supposons que nous utilisions le destructeur d'oxygène. Pensez-vous vraiment que tous les grands de ce monde accepteront d'en rester là? Ils se jetteront forcément dessus pour s'en servir comme une arme de dissuasion, quitte à précipiter l'humanité dans le gouffre de son anéantissement. Donc, on a ici un scientifique qui est conscient que sa création peut conduire l'humanité à sa perte, et dans un premier temps, il refuse de s'en servir, et il renchérit en disant bombe atomique contre bombe atomique, bombe à hydrogène contre bombe à hydrogène. Il faudrait encore ajouter à la liste cette nouvelle menace pesant au-dessus de nos têtes. En tant que scientifique, non, en tant qu'être humain, je ne peux le permettre. Et finalement, donc, et cette ligne pourrait très bien être tirée du roman de Mary Shelley. J'ai l'impression d'entendre l'écho de Victor Frankenstein lorsque Serizawa déclare « Ah, si seulement je n'avais jamais créé cette invention ». Et finalement, il va l'utiliser à la toute fin, à la seule condition que ce soit lui qui l'utilise, qu'il descende au fond du Pacifique en scaphandrier et qu'il utilise son arme. Juste avant de le faire, il brûle toutes ses notes, et vous me voyez venir, et il va se sacrifier avec son arme pour être certain qu'un jour, il ne soit pas kidnappé par une puissance étrangère qui, grâce à la torture, pourrait lui arracher la formule. Et il préfère mourir donc pour préserver l'avenir de l'humanité. C'est une scène magnifique, c'est une des plus belles scènes que j'ai pu voir dans la série des films de Godzilla. Et c'est intéressant le geste qu'il pose, parce que je trouve que son geste sacrificiel me rappelle un peu celui du monstre de Frankenstein, parce que si vous allez à la fin des dernières paroles que le monstre dit à Walton, une fois qu'il constate le décès de Victor, il dit je rassemblerai moi-même mon bûcher funéraire et je réduirai en cendres ce corps misérable pour que les restes n'en puissent donner aucune lumière aux malheureux poussés par une curiosité maudite qui voudrait créer un autre être semblable à ce que j'ai été. Donc ici, c'est intéressant dans Frankenstein, c'est pas le scientifique finalement qui prend cette décision, c'est sa création elle-même qui dit « Je vais disparaître pour m'assurer qu'il n'y en ait plus jamais d'autres comme moi ». Et c'est exactement ce que Serizawa fait à la fin de Godzilla. Donc, je trouve que c'est une très belle référence. Toujours par rapport à Victor Frankenstein, ce qui distingue beaucoup Serizawa de Victor, c'est que quand Victor Frankenstein découvre cette puissance, c'est-à-dire qu'il a la capacité d'animer la matière inerte, je reprends ses paroles, jamais il se pose la question « est-ce que je vais m'en servir ?» Non, la question qui se pose, c'est « comment je vais m'en servir? De quelle façon? De quelle manière je vais l'employer? » Et c'est seulement, donc, Victor ne se pose aucunement les questions que Serizawa se pose. Et dans le roman, le seul moment où Victor a les mêmes interrogations que le docteur Serizawa, c'est lorsqu'il contemple la créature femelle. Et il réfléchit, il se dit, mais si jamais ces deux êtres, ces deux monstres créaient une nouvelle race, cette nouvelle race pourrait menacer l'humanité, et il va renoncer à créer sa fiancée. Et à ce moment-là, dans le roman, Victor a cette prise de conscience qui nous rappelle celle de Serizawa. Dommage, il ne l'a pas eu avant. Mais bon, on n'aurait pas eu Frankenstein. Les remords du savant face à sa création, lorsque le savant
se rend compte qu'il a peut-être créé quelque chose de néfaste pour l'avenir du genre humain, nous rappelle beaucoup toutes les démarches de Léo Szilard. Je vous disais tout à l'heure que Léo Szilard, en 1939 et dans les années qui ont suivi, a tout fait et il a réussi pour convaincre donc les politiciens américains donc de financer les recherches pour une bombe nucléaire. Mais lorsqu'il s'est rendu, on a appris grâce aux espions américains, aux espions alliés, que les Allemands ne s'étaient pas lancés dans la course, toute la justification idéologique derrière la conception de cette arme s'est en quelque sorte écroulée. Et Léo Szilard, donc, dans les mois qui ont précédé l'usage de la bombe atomique, avec d'autres scientifiques, a tenté de dissuader le président Truman, parce que Roosevelt était décédé, c'est Truman qui s'est retrouvé à sa place. Donc, Szilard, un peu comme Frankenstein, hein, donc il a été effrayé par sa création, finalement. Et alors qu'au début, il a tout fait pour que cette création voit le jour, eh bien, à un moment donné, il a essayé en quelque sorte de l'éliminer, à tout le moins, de faire en sorte qu'on ne l'utilise pas. À l'époque, lui et certains de ses collègues avaient plaidé pour une démonstration grandeur nature, en disant c'est pas nécessaire de lancer ça sur la tête des Japonais, on va faire une démonstration dans un lieu désert, on va inviter des émissaires japonais, on va leur montrer cette nouvelle arme dont on s'est doté, on va leur dire, mais vous n'avez pas le choix, soit vous déposez les armes ou soit ça vous tombe sur la tête. Mais les militaires, le président et même certains scientifiques, bien sûr le directeur scientifique du projet Manhattan, Robert Oppenheimer, même Enrico Fermi, eux ne s'opposaient pas à l'usage de la bombe sur Hiroshima et plus tard sur Nagasaki. Autre je dirais, problème d'image pour les scientifiques américains au Japon. Après les deux explosions atomiques, il y a eu bien sûr des rescapés. Il y a eu 400 000 rescapés, des gens qui avaient été irradiés, qu'on appelle au Japon des ibakusha. Et les Américains étaient soucieux de faire la collecte de données sur l'effet des radiations sur l'organisme humain. Donc, en 1947, les Américains vont installer à Hiroshima l'Atomic Bomb Casualty Commission, l'ABCC. Donc, c'est un organisme qui était patronné par la Commission américaine de l'énergie nucléaire et le ministère de la Santé japonais. Et je vous laisse imaginer le soulagement des ibakusha, ces gens-là qui avaient été contaminés, qui étaient malades, qui souffraient beaucoup, cancer, perte de cheveux et tout. Et là, eux, ils se sont dit, enfin, on va pouvoir être soignés. Ils ont été amèrement déçus, parce que l'objectif des scientifiques américains et japonais qui travaillaient à cet endroit, c'était pas d'offrir des traitements, c'était pas de soulager ces gens, mais c'était vraiment de les analyser comme des cobayes, littéralement. Donc, ces survivants étaient des cobayes. Vous avez un chiffre ici, entre 1947 et 1950, il y a 120 000 survivants qui ont été fichés et régulièrement examinés. Il arrivait que des gens qui allaient à la BCC mouraient pendant qu'ils étaient là, pendant les examens. Et ce qu'on faisait, ça va sans doute vous rappeler quelqu'un, c'est qu'on disséquait les corps, on prélevait les organes, cœur, intestin et tout, et même la peau. On recousait ensuite les corps, on mettait de la paille dans les corps et on les recousait pour les remettre à leur famille. Et tous ces tissus étaient congelés, les organes étaient dans le formol et on envoyait ça aux États-Unis. Et c'était top secret. Et moi, de voir ces scientifiques donc en train de prélever des organes puis recouvrent des cadavres, ça me rappelle quelqu'un, je sais pas vous. Et ça a été vraiment pour les Japonais, ça a vraiment encore davantage, je dirais, terni l'image des scientifiques américains. Et on arrive justement à un moment où cette image va être en quelque sorte réhabilitée avec le deuxième film, Frankenstein contre Baragon. Préciser que le titre japonais, c'est vraiment Frankenstein. Je suis incapable de le prononcer en japonais, donc c'est pour ça que je me contente de le prononcer dans sa traduction.
Et rapidement, le film débute avec une espèce de retour aux sources, puisqu'on est en Europe, on est en Allemagne. 1945, c'est la chute du régime nazi. Et à ce moment-là, il y a un scientifique allemand dans son laboratoire qui a un morceau du vrai monstre de Frankenstein, son cœur. Et là, il y a des officiers nazis qui débarquent dans le laboratoire, qui s'emparent du cœur, et les nazis, sentant qu'eux, ils ne peuvent plus rien faire, donc le régime est en train de s'écrouler. On est au mois de mai, début mai, j'imagine, 1945. Donc, ils vont remettre le cœur à leurs alliés, les Japonais. Et le cœur du monstre de Frankenstein se retrouve au Japon, à Hiroshima. Vous voyez venir encore? Et qu'est-ce que les scientifiques japonais veulent faire avec le cœur du monstre de Frankenstein? C'est de percer les secrets de l'activité cellulaire de ce cœur afin de rendre les soldats japonais invulnérables aux tirs ennemis. Alors, je ne sais pas en quoi le cœur du monstre avait ses propriétés. Enfin, et c'est sûr que pour les Japonais, eux aussi, c'est la débâcle, hein, c'est les derniers mois de la guerre, et avoir la possibilité de rendre leurs soldats invulnérables, inévitablement, ça changerait l'issue de la guerre en leur faveur. Mais, on est au début du film, et on apprend que le cœur arrive à Hiroshima le 6 août 1945, manque de chance, la bombe explose, l'hôpital s'écroule, le cœur disparaît sous les ruines, et là on se retrouve 15 ans plus tard, OK? Et on est dans un hôpital, toujours à Hiroshima, où on traite les ibakusha, donc les malades, et là vous êtes sans doute étonnés, parmi les médecins, en fait le médecin-chef, c'est un Américain, le docteur Bowen. Et le docteur Bowen, lui, vraiment, on réhabilite l'image du scientifique américain aux yeux du public japonais avec ce personnage qui est joué par l'acteur américain Nick Adams. Et vous avez une citation où il dit « Je suis venu ici après la guerre parce que j'étais l'une des personnes préoccupées par la bombe A qui a été larguée sur Hiroshima. Je voulais passer ma vie à réhabiliter l'humanité, pas à la détruire. » Imaginez le public japonais qui voit le film en 1965. Et le film est sorti à peu près au 20e anniversaire des bombardements atomiques. Donc, ça donne une autre image du scientifique américain. Et en faisant mes recherches, j'ai vu que dans la première version du scénario, on apprenait que le Dr. Bowen était dans l'un des 2 avions qui accompagnaient l'Enola Gay lorsqu'il a largué la bombe atomique. Parce qu'il y avait 2 avions qui escortaient l'Enola Gay, donc l'avion qui a lancé la première bombe sur Hiroshima, des avions d'observation. Hein, ils étaient là pour recueillir des données sur l'explosion. Et c'est dommage que ça n'a pas été retenu dans la version définitive parce que ça rendait encore Bowen plus, je dirais, plus sujet au remords, étant donné qu'il faisait partie de l'équipage des bombardements. Et Bowen ajoute « L'histoire d'Hiroshima est trop tragique, mais c'est aussi un fait qu'elle nous a donné l'opportunité d'étudier les tissus cellulaires du corps humain. Nous devons travailler pour transformer cette tragédie en une ère permanente de paix et de bonheur pour l'avenir. » Et son discours fait vraiment écho, en fait, ses paroles font vraiment écho à un discours important que le président américain Eisenhower avait donné en 1953 à l'ONU, un fameux discours qui s'appelait « Des atomes pour la paix », où le président américain souhaitait une orientation pacifique du nucléaire. Il proposait même que tous les pays détenant des matières fissibles puissent finalement se mettre sous l'autorité, le patronage d'un organisme international. Et à Genève, en 1955, il y a eu une très, très grande réunion, conférence avec les scientifiques du monde entier pour débattre justement des éventuels usages pacifiques de l'énergie nucléaire. Donc, il y a un changement de perception qui commence à se faire de la part du public face au nucléaire et ça se fait aussi au Japon. Très belle image ici où on voit le Dr. Bowen qui flirte avec sa collègue japonaise, ce qui était très tabou à l'époque. Donc, les Japonais ne devaient pas avoir des histoires de cœur avec des étrangers. Et ici, il se recueille devant une jeune malade qu'on voit au début du film. Elle est là, Tazuko, si ma mémoire est bonne. Et Tazuko est une jeune fille qui était à Hiroshima lorsqu'elle était petite. Et là, elle va bientôt succomber à l'irradiation.
Et un peu plus tard dans le film, on voit donc 7 Américains avec une Japonaise qui se recueillent devant le tombeau de cette victime d'Hiroshima. Et pour moi, cette scène tend à induire que les Américains peuvent ressentir de la compassion par rapport à ce qui s'est passé. Détail, ce plan a été coupé de la version américaine. Quand le film a été distribué aux États-Unis, on a retiré ce plan, alors qu'il est présent dans la version japonaise. Le docteur Bowen et son équipe font une découverte étrange à Hiroshima. Un enfant que vous voyez ici, à gauche, étrange, il est muet. Et c'est assez étrange parce qu'en fait, il y a 2 versions qui existent de l'histoire, parce que quand on regarde le film, c'est pas clair. Il y a certaines personnes qui prétendent que cet enfant est un orphelin de la bombe et, affamé, il aurait trouvé dans les ruines le cœur du monstre de Frankenstein et il l'aurait ingéré. Le cœur, bien sûr, était hautement radioactif. Et ce cœur fait en sorte que... et l'autre version, c'est que le cœur du monstre de Frankenstein aurait évolué dans les décombres d'Hiroshima et grâce à la radioactivité, le cœur serait devenu un être humain. Mais quoi qu'il en soit, on a ici carrément un être qui est le nouveau Frankenstein. D'ailleurs, dans le film, on le nomme littéralement Frankenstein. Et on le voit ici lorsqu'il est plus jeune. Et c'est intéressant parce qu'il a des caractéristiques qui nous rappellent les irradiés d'Hiroshima et de Nagasaki. D'abord, déficience intellectuelle. On a constaté que les enfants qui avaient été contaminés dans le ventre de leur maman, il y en a beaucoup qui avaient ces retards intellectuels, ces déficits intellectuels. Donc, lui, carrément, il ne parle pas, et il a le corps couvert de cicatrices. Encore là, ce qui nous rappelle beaucoup des traits physiques, j'ai des images tout à l'heure, des survivants d'Hiroshima, donc des gens qui étaient brûlés, des colorations de la peau, des kéloïdes. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que ces gens-là, les Hibakusha, on les regardait avec répugnance après la guerre. Ils étaient non seulement des traces vivantes de la défaite des Japonais, mais leur apparence physique suscitait l'effroi, le dégoût, et ça aussi, ça me rappelle quelqu'un. Donc, leur difformité faisait en sorte qu'on s'éloignait d'eux, et ces gens-là ont été victimes de discrimination pendant plusieurs années. Ils ne pouvaient pas trouver de travail. Il y en a parmi ces gens-là qui, avant les bombardements, avaient ce qu'on appelle un mariage arrangé. Et après qu'ils aient été infectés par la radioactivité, ils n'ont pas pu se marier. Ou, quand ils trouvaient un époux ou une épouse, c'était un autre Hibakusha. Ce qui me rappelle le monstre qui demandait quelqu'un comme lui, comme compagne. Et c'est assez... on les voit ici, donc, ces fameux Hibakusha, donc des gens dont les difformités physiques répugnaient les Japonais. Et le terme n'est pas trop fort, là. Vraiment, on les regardait comme des pestiférés, comme des lépreux. On ne s'approchait pas d'eux. Ils étaient rejetés, ils étaient mis au banc de la société. C'était des proscrits, tout comme la créature de Frankenstein, qui était rejetée pour les mêmes raisons, sa difformité physique. Et donc, ces gens-là, pendant des années, ont suscité l'effroi. Et même le gouvernement japonais ne leur est pas venu en aide. Ça a pris 12 ans avant que ces gens-là puissent obtenir au moins un carnet de soins qui leur accordait des soins gratuits. Et ils ont eu une indemnisation au milieu des années 90 d'à peu près 1 000 $, ce qui est totalement ridicule. Ces Hibakusha et le monstre de Frankenstein sont des victimes d'un usage immoral de la science. Et ils avaient en commun aussi cette douloureuse conscience de leur condition de proscrits, d'être rejetés. La différence, c'est que les Hibakusha vont se résigner, le monstre, lui, va se révolter. Je vous disais tout à l'heure que l'image des scientifiques avait été mise à mal. Curieusement, dans le film de Frankenstein contre Baragon, le scientifique américain, comme on l'a vu, est un personnage extrêmement positif. C'est le scientifique japonais
qui est perçu comme un scientifique immoral. Et lui, il se comporte vraiment comme les scientifiques de l'ABCC, c'est-à-dire qu'il voit le monstre, le nouveau monstre de Frankenstein, comme un cobaye. Et il dit à un moment donné, il dit, écoute, moi j'aimerais ça récupérer son cœur, j'aimerais ça récupérer ses tissus. Ce n'est pas un être humain de toute façon. Donc, il représente vraiment cette mauvaise attitude des hommes de science qui voient les rescapés, qui voyaient les rescapés d'Hiroshima et Nagasaki comme des cobayes. Bien sûr, vous le savez, au Japon, les monstres ont la fâcheuse propension à grandir. Hein? Donc ici, les radiations vont affecter notre monstre de cette manière très, très monstre japonais. Donc, il va devenir très, très grand. On a une image ici qui nous rappelle King Kong, n'est-ce pas? Et pour faire partie du club select des amis de Godzilla, non seulement vous devez être gigantesque, mais vous devez aussi affronter un être tout aussi gigantesque que vous. Et ce Frankenstein japonais ne fait pas exception. Hein, il affronte ce fameux Baragon dans le titre. Je terminerai en disant que le nucléaire, la perception du nucléaire a changé. Je vous parlais tout à l'heure de cette conférence à Genève en 1955 qui avait soulevé l'enthousiasme des scientifiques du monde entier. Au Japon aussi, cette perception du nucléaire a été changée. Par exemple, Astro, le petit robot, Astro Boy, que vous connaissez peut-être, c'est un petit robot dont la source de puissance, c'est une pile nucléaire. Et dans les années 50 et dans les années 60, le nucléaire, on n'a plus la même perception. Donc, vous avez ici le premier numéro d'Astro. Il y a plusieurs caractéristiques qui nous rappellent Frankenstein dans la genèse du petit robot, parce que Victor, vous vous rappelez, une des raisons pour laquelle il va créer le monstre, c'est, enfin, à mes yeux, cette incapacité de faire le deuil de sa mère. Ici, c'est un peu la même chose. Le docteur Tema, hein, il perd son petit garçon, Tobio, dans un accident. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un robot à son image pour le remplacer. Et finalement, le docteur, voyant que ce robot ne sera jamais son petit garçon, va aussi le rejeter. Il va même le martyriser. Donc, on a une belle... Et Godzilla aussi va devenir l'ami des Japonais. Donc, après la menace, hein, la représentation accusatrice qu'il a été dans les années 50, dans les années 60, au moment où le Japon va ouvrir ses premières centrales nucléaires, Godzilla devient un personnage positif, devient un héros. Il devient l'allié du Japon, tout comme la puissance nucléaire, parce que pour les Japonais, c'est une source d'énergie indispensable à son redressement économique. Et Godzilla va donc devenir un personnage nucléaire, tout comme Astro, très, très positif. Et c'est les enfants qui vont s'en réjouir. Merci.